Ok, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir. On va commencer sans transition aucune par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année, pleine de bonnes choses et de tout ce qui peut vous apporter du bonheur, en commençant par la santé, ça commence par là. Donc ce soir, soirée des Human Talk de janvier. Les Human Talk, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de petites conférences qui sont ouvertes absolument à toutes et à tous. Tout le monde peut passer sous la lumière des projecteurs, à la seule condition que le sujet que vous souhaitez présenter puisse s'intéresser un ou une développeuse. Ça se passe partout en France. Donc là, en ce moment, on est en live depuis le début du confinement de 2020. Et a priori, on va continuer comme ça pendant encore un petit moment. Mais habituellement, ça se passe partout en France, donc dans différentes villes, dans des lieux comme des entreprises. Parfois, on accueille pas des entreprises, parfois ça se passe dans des lieux un petit peu plus insolites, comme je sais qu'à Poitiers, ils font ça dans un bar, par exemple. Voilà, c'est des talks qui durent 10 minutes. On essaie de timeboxer au mieux l'intervention de chacun des invités pour ensuite pouvoir enchaîner avec un petit peu de questions. Donc, faudra pas hésiter à poser des questions dans le chat et on y reviendra juste après le talk. Ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois à 19h, sur Twitch. Utilisez le chat pour poser des questions au speaker, on y répondra à la fin. Toutes les informations normalement des talks sont à cette URL là. Je ne sais pas si un modérateur peut mettre l'URL dans le chat. Normalement, vous devriez y retrouver un résumé de chacun des talks de ce soir. Nous sommes présents sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous partager, à nous follow, à nous envoyer des petits messages si vous avez des idées de talk que vous aimeriez bien présenter. On est présent essentiellement là-dessus. Et aussi du coup sur notre site internet humantalk.com. Ce soir, on va avoir deux talks. On va commencer l'année tranquillou. On aura deux talks. Le premier talk, c'est Ruben qui va nous le présenter et il va nous parler de React Native. Ensuite, c'est Dominique qui prendra la parole pour nous faire un talk sur Helm. Merci à tous et je vais sans tarder laisser la parole à Ruben. Super, merci beaucoup Virgile. Du coup, On je va vais te faire partager mon passer. écran. Du coup, je vois que tu es en train de retirer tout le monde. Hop. Espérons qu'on voit bien mon écran. Les questions les plus posées de 2020, est-ce que tout le monde voit mon écran? Parce qu'il n'y a personne pour me répondre. C'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler vitesse, je vais vous parler développement, web et mobile. Du coup, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais et comment est-ce qu'on fait chez CPIOS pour développer des applications web et mobile plus rapidement grâce à une seule base de code avec React Native Web. Bon, déjà, faisons un petit peu connaissance. Du coup, je suis Ruben, je suis développeur. Je travaille chez CPIOS, qui fait partie du Startup Studio M33. On travaille aussi bien avec des grands groupes comme BPI, Hermès et des startups aussi comme Iban First. Très souvent, on a quand les startups viennent nous voir des questions du type est-ce qu'il faut plutôt lancer une plateforme web, une plateforme mobile? Et jusqu'il y a quelques années, les réponses étaient il faut plutôt choisir parce que sinon c'est beaucoup de coûts de développement, etc. C'était jusqu'à React Native et juste après React Native Web qui ont permis vraiment d'accélérer le développement, notamment quand on veut faire des petits MVP ou des POC, ça nous permet de très rapidement voir comment est-ce que tout ça, ça va s'imbriquer. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir comment est-ce que React Native Web s'inscrit dans l'écosystème React. On va voir un peu les problématiques qui sont adressées par React Native Web. Vraiment, pourquoi choisir React Native Web pour un projet. Et enfin, à nouveau, une petite démo, donc on ira jeter un coup d'œil du côté du code et voir un petit peu quels sont les avantages. Du coup, si on refait un petit peu l'histoire de l'écosystème React.js pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, c'est du déjà vu. Du coup, React.js, c'est quoi? C'est une librairie JavaScript qui permet de créer des composants qui vont ensuite s'afficher dans une page web. Donc, l'idée, elle est assez simple. L'idée, c'est de dire, on veut des pages dynamiques, on adore JavaScript, du coup, on va coder tout en JavaScript. Et ensuite, c'est React qui va aller se charger d'aller remplacer dans une page web qui va aller dans la page web remplacer par le retour de chaque fonction JavaScript. Donc là, on voit un return avec une div et un composant.
ensuite ce composant qui est appelé. Bon voilà, on va aller prendre toutes ces informations-là, aller chercher la donnée dynamique et l'afficher. Et du coup, il y a des développeurs qui ont vraiment apprécié cette manière de coder et qui se sont dit, bah, ce serait cool d'avoir React, mais sur mobile, de pouvoir développer mes applications mobiles avec cette méthode-là, et en plus d'avoir quelque chose de cross-platform et d'un peu plus puissant que ce qu'il y avait à l'époque, type Xamarin, Ionic. Et du coup, c'est là qu'est né React Native, donc toujours propulsé par Facebook. Donc là, on n'est plus juste sur une librairie, on est vraiment sur tout un framework mobile pour développer des applications. Donc là, vous voyez que le code est pratiquement le même. On voit un return, on voit quelque chose qui ressemble à de l'HTML. Sauf que là, en fait, c'est plus des balises HTML. Ça va être vraiment des composants React Native qui vont nous permettre de se connecter directement à l'API des téléphones. Et typiquement, bah, une view, ça va être l'équivalent d'une div, un input aussi, mais là, on appelle directement le composant natif du téléphone. On va très souvent voir aussi des différences entre typiquement une checkbox, par exemple, ce sera pas la même sur mobile iOS ou sur mobile Android. Et du coup, bah, il y a des développeurs ensuite React Native qui se sont dit c'est quand même cool React Native. Euh, le code, il ressemble vraiment à du code React. C'est quand même dommage de pas plus partager le code et partager notamment les composants. Parce que vu que c'est du JavaScript, on peut partager plus que des composants, partager la logique, etc. Mais les composants, c'était vraiment le truc qui manquait. C'est là qu'est arrivé React Native Web. Donc là, c'est plus dans les tuyaux de Facebook, mais plutôt côté Twitter que ça s'est passé. Où en fait il y a cette lib qui a été créée qui permet de très simplement en fait convertir du code React Native en code React Native Web, enfin en code React.js tout simplement. Par exemple, je vous ai dit que la view c'était l'équivalent d'une div, mais en fait c'est exactement ce que va faire React Native Web, c'est aller chercher toutes les views et les remplacer par des divs et compiler ça comme une application React. Alors, quelles sont les problématiques qui sont adressées par React Native Web? Donc déjà, c'est le partage. Je vous ai dit, on pouvait déjà partager en faisant des libs JavaScript, de la logique, euh, de la logique de state management, des validations de formulaires, de comment interagir avec une API, etc. Mais on ne pouvait pas partager des composants à proprement parler. Alors, vous pouviez toujours faire une WebView, ce qu'on appelle une WebView en React Native qui permet d'afficher du code HTML, mais c'était franchement pas propre. Du coup, là, on va vraiment plus loin, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus robuste. Ensuite, on est sur toutes les plateformes, mais on reste flexible. Je vous montrerai pendant la démo. Ça donne quand même la possibilité aux développeurs de coder des composants en fonction des plateformes. Typiquement, il y a des choses qui fonctionnent pas sur le web et qui fonctionnent sur mobile et où on va demander un comportement différent à l'utilisateur. Typiquement, se loguer avec son empreinte digitale, ben, c'est possible sur Android et c'est pas possible sur le web. Donc voilà, ça reste flexible, on va pouvoir s'adapter, faire des petites animations en plus sur mobile parce qu'on sait que c'est ça qu'on aime sur mobile. Du coup voilà, ça reste flexible. Et aussi au niveau des avantages, c'est utiliser les avantages de React Native sur le web. Typiquement, moi quand j'ai commencé à faire du web et que j'écrivais de l'HTML, j'étais choqué par la laideur de mes pages. Et en fait, je devais tout le temps utiliser des librairies, même encore aujourd'hui, quand je commence un projet React, je vais utiliser des librairies comme Material UI pour avoir des composants qui sont un peu plus beaux. Bon, là, l'avantage de React Native, c'est que ça vient tout de suite avec des boutons qui ont une meilleure tête, en tout cas à mon avis, que ceux en HTML, et du coup qui permet tout de suite d'avoir une page, je trouve, plus jolie quand on veut poker une petite application comme ça, qu'on fait un poke entre amis. Ben, moi, je vais préférer le faire en React Native Web qu'en React si on a envie que ça ressemble à quelque chose. Du coup, regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Du coup, ce que j'aimerais apporter dans cette démo, c'est surtout vous montrer un peu la flexibilité de React Native Web. Vous parlez peut-être un petit peu d'Expo et de comment architecturer le code si on a un peu de temps. C'est vrai que j'ai pas, on a encore un petit peu de temps. Du coup, Expo, alors attends, React Native Web. Du coup, moi, mes projets React Native Web, je les crée avec Expo. Donc, Expo, c'est une surcouche React Native qui permet notamment d'avoir des outils en plus comme le debugger, pouvoir publier ces applications sur un autre store, etc. Comme vous pouvez voir, ce debugger, il est quand même assez bien fait. On peut lancer directement depuis ici l'application sur un device Android, iOS, web. Donc, c'est assez pratique. Sur la gauche, vous pouvez voir mon émulateur Android et ici mon émulateur web. Enfin, c'est pas un émulateur web, c'est juste une page web. Et du coup, ici, au niveau du code, on a un petit yarn web qui permet de faire tourner tout ça.
et ici mon émulateur, donc rien de spécial. Premier truc que je peux vous montrer, c'est déjà au niveau de l'expérience de dev. Ici, j'ai remplacé application par app et c'est instantanément remplacé. Donc le hot reload, qui est vraiment une des grosses features de React et de React Native, sur lesquelles en plus ils ont beaucoup travaillé récemment. Là, on voit vraiment bon, c'est un exemple quand même très très simple, mais pour l'avoir testé sur des pages beaucoup plus grosses et beaucoup plus complexes, on voit que c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie de développeur d'avoir du hot reload. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était le côté flexibilité. Donc là, j'ai deux composants qui sont ouverts. Donc j'ai un composant qui va être header.component.tsx, qui est en fait mon composant de base par défaut, qui va être appelé. Et ensuite, je me suis dit, mais sur le web, j'aimerais bien qu'on ne dise pas juste this is mobile, mais this is the web. Donc là, en fait, ce que j'ai juste à faire, c'est d'ajouter un .web.tsx. Et en fait, c'est le compilateur qui va tout de suite voir qu'il y a un fichier avec une extension web en plus, qui va se dire, ah, pour le web, je vais devoir le remplacer. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne, hop, du coup, on va ajouter le header, on recharge, on voit un petit peu ici la vitesse à laquelle ça recharge. Et du coup, là, vous pouvez voir que sur mobile, j'ai bien un this is de mobile, et sur le web, this is the web. Donc, vous pouvez aller vraiment très loin avec cette customisation. C'était quelque chose qui était déjà présent de base sur React Native. Donc, si vous voulez aussi une page iOS, une page Android, vous pouvez, enfin, un composant iOS, un composant Android, vous pouvez parfaitement le faire. Et c'est quand même, enfin, ça fonctionne plutôt bien pour l'avoir testé. Du coup, je pense que je suis à la fin des 10 minutes. On va pas avoir le temps de parler d'autres choses. Je vous ai déjà un peu montré Expo qui permet de starter les projets. Donc, à part le dossier Components ici, tout le reste c'est déjà fourni par Expo. C'est une qui vient avec beaucoup de trucs en plus. Je vous invite à aller regarder tout ça. Du coup, bah, merci à tous pour votre attention. Et puis, je laisse la place aux questions et s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas. Merci. Merci Ruben. On a eu quelques questions pendant le talk. Alors, hop, une première question du coup qui dit « Est-ce que le framework fournit un émulateur pour simuler les devices ?» Alors non, Expo vient pas avec ça. Pour le coup, il faut installer, les émulateurs. Moi, pour le coup, je suis sur Linux. Alors j'ai des VM Mac, mais du coup, je vais toujours développer avec mes émulateurs Android. C'est ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est le gros inconvénient du développement mobile, c'est que il faut parfois, enfin, il faut un Mac quand on veut bosser sur iOS. C'est pas trop lourd? De quoi l'émulateur Android? Ouais, genre à chaque fois que tu fais CTRL S, tu te dis pas, bon, faut attendre un peu. Ben, là, en l'occurrence, je trouve que c'est assez rapide de développer, mais c'est vrai que quand il faut setup tout son environnement de dev le matin en arrivant, ouais, l'émulateur il peut mettre un petit peu de temps à tourner. Et puis bon, là je vois, je suis à 66% de RAM alors que j'ai Chrome et un IDE et un émulateur d'ouvert. Donc voilà, Chrome. c'est Chrome, c'est toujours la suite de Chrome. Question suivante, peut-on mettre du conditionnel dans le composant aussi si on veut éviter de créer un fichier par plateforme? Alors ouais, c'est possible. Il y a directement fourni avec l'API de React Native, on peut directement savoir sur quelle plateforme on est. Donc c'est quelque chose qui pouvait être utilisé donc déjà quand on faisait de l'iOS ou de l'Android. Donc on vous pouvez checker en fonction de quelle plateforme sur quelle plateforme on était. Typiquement pour le design, quand iOS a introduit que certains appellent les oreilles de lapin au niveau du haut-parleur, ben, il y avait des designs à faire différents en fonction au niveau de la hauteur de la page. Donc ça, c'était déjà possible avec donc c'est l'API plateforme de React Native où on peut tout de suite savoir sur quelle plateforme on est. Ok, cool. Alors, on a une question sur l'architecture du code généré. Alors du coup, avec Expo, quand on génère un projet, il y a deux manières de le générer. Soit on choisit le Manage Workflow, où là on est vraiment très dépendant de Expo, mais l'avantage c'est qu'on va pas du tout regarder la partie native. Donc quand on débute sur React Native, c'est vraiment bien parce qu'on va faire que du JavaScript ou du TypeScript. Et là, ils proposent une version très simple, donc ils vont juste mettre un app.js ou un app.tsx
Et ensuite, c'est à vous de vous débrouiller pour l'architecture de code. Ou si vous avez déjà fait du React, c'est à vous de créer vos pages, vos composants. Et enfin, on est quand même assez libre sur l'architecture. Et après, il y a une version où il nous propose déjà des pages avec une bottom navigation. Donc, on a une navigation qui est déjà faite, des pages, des composants. Du coup, là, ça va quand même beaucoup plus loin pour accompagner le développeur et lui montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une architecture type. Moi, là, ce que je vous ai montré, c'était du pair workflow, parce que vous avez vu des dossiers iOS et Android. Et donc, c'est pas le workflow manage de Expo. Et c'était le truc le plus simple que j'ai pris. Donc, on voit qu'il y a déjà tous les fichiers de conf qui sont présents. On peut vraiment tout mettre à jour assez facilement, quoi. Beaucoup de liberté toujours sur les projets React. Ça marche. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas, en tout cas, à chaque fois, si vous avez posé une question, à commenter. Alors, est-ce que ça génère du DOM dans le navigateur ou ça émule tout ça dans un Canva? Alors, je crois que c'est bien que ça génère directement du DOM dans le navigateur, vu qu'en fait, quand rien que de voir le code compilé, enfin, on peut faire un yarn build web. En fait, on va voir que le résultat de ça, c'est exactement la même chose qu'une application React, en fait. Donc, vous allez avoir exactement la même structure. Donc, à revérifier, mais je crois pas avoir vu de canvas présent dans mon inspecteur. Moi aussi, j'utilise Material UI en React. Est-ce qu'il y a une librairie équivalente pour avoir une belle interface sur web et sur mobile? Alors, ça, c'est une question qui retombe assez souvent. C'est sur les librairies, qu'est-ce qui est compatible avec que React Native, qu'est-ce qui est compatible avec React Native Web? Alors, il y en a une que j'ai trouvée qui est React Native Elements, qui est un peu une référence sur React Native et qui permet justement d'avoir des composants qui fonctionnent aussi bien sur web, sur mobile, iOS et Android du coup. Du coup, ça existe. Et pour ceux qui sont fans un petit peu des librairies déjà préfaites avec des inputs un peu stylisés, vous pouvez aller sur du React Native Elements. Ok, cool. Du coup, la question suivante. Alors, Expo, c'est sympa pour des POC, mais pour de plus gros projets, ça reste suffisamment flexible. Alors, j'ai essayé de chercher du coup un peu dans la littérature, quand je me renseignais pas mal sur Expo, des gros projets qui utilisent Expo. Alors, dans React Native et React Native Web, on en trouve. Expo, c'est un peu plus rare. Ça va être plutôt des startups qui sont pas aussi connus que Twitter, Uber Eats, etc. pour citer pour React Native Web et React Native. Du coup, j'ai pas d'expérience sur des très gros projets. En revanche, sur les POC, ça fonctionne très très bien. J'avoue que faut continuer de creuser à ce niveau-là. Et Expo, c'est quand même assez récent. L'année 2020, ils ont vraiment beaucoup investi sur le framework. Du coup, on espère voir des plus gros projets émerger grâce à Expo. En soi, l'application Expo est elle-même faite avec Expo, donc ça peut être un premier gros projet qui compte pour Expo, mais vous pouvez tester l'application Expo, elle est assez fluide. Ok, merci. Alors, question suivante qui est un peu en deux parties, je crois. Est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de rendu de bouton? Est-ce qu'on peut réutiliser des libs React Native directement en React Native Web? Et est-ce que la communauté suit le mouvement? C'est un tricheur. Ouais, ça fait beaucoup de questions. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser les libres React Native directement en React Native Web? Si c'est entre guillemets full logique et qu'il n'y a pas de composants, oui. S'il y a des composants, il faut vérifier que ça fonctionne. Du coup, si vous allez sur le GitHub de React Native Web, vous avez un lien directement vers la liste de toutes les libres React Native avec des petits flags qui vous disent si ça a été testé sur iOS, sur Android, sur web, etc. Donc, vous pouvez directement checker les librairies que vous utilisez si elles fonctionnent ou pas. Est-ce que la communauté suit le mouvement? Et ensuite, je ferai la petite démo. Est-ce que la communauté suit le mouvement? La communauté Expo et React Native est très très active, je trouve. Il y a eu un petit peu de peur il y a 2 ans avec Flutter, mais la communauté React Native suit toujours. Et React Native Web, il y a à peu près un upgrade par trimestre, quelque chose comme ça. Donc je trouve que ça bouge quand même pas mal. Et du coup, en espérant qu'on ait un peu de temps pour une démo, du coup, alors je m'étais amusé à faire un native button. On va juste enlever, parfait. C'est pas forcément prévu. Du coup, là, j'ai fait un
Du coup, ah oui, un autre avantage, c'est que du coup, votre composant web, c'est pas obligé que ce soit du code React native. Là, vous voyez que c'est du code React.js avec une div et un button, avec un bouton Hello World, et ici un native button. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un bouton React native. Et du coup, si j'importe le native button, hop, hop, ça c'est pas content, hop. Du coup, là, on voit ici sur mobile le composant, enfin le composant bouton natif. On peut appuyer dessus, etc. Et ici sur le web, ben là pour le coup c'est le bouton web. Donc là c'est vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est moi quand je vois des boutons comme ça sur les applications que je poque, ça me pique les yeux. Alors que des boutons comme ça c'est quand même un peu plus agréable. Il y a des petits bords, il y a des petits effets de ripple, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et du coup si on importe directement un button, je vais aller le voler juste ici. Ça va être plus pratique. Hop, hop. Et mon idée est vraiment pas content ce soir. Hop. Du coup, là, on voit le rendu web. Donc là, on voit que c'est pas un ripple, c'est de l'opacity qui se met quand on clique. Donc ça s'adapte aussi un petit peu à la plateforme. Mais on voit quand même que c'est beaucoup plus agréable d'avoir un bouton React Native qu'un bouton, en tout cas HTML. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein. C'est pas obligé de le partager. Hop. Ok, alors la question suivante, c'est est-ce que tu utilises des outils de test automatisés? Alors sur mobile, j'utilise j'utilisais Detox sur certains projets. Pour tout ce qui est test end-to-end. Après, j'avoue que j'ai jamais eu sur le même projet d'avoir par exemple Cypress qui va plutôt être pour des tests end-to-end web et Detox qui tournent en même temps. Ça fait quand même deux bases de code à maintenir. Et sinon, pour les tests automatisés, je vais en faire sur mes composants, sur mes fichiers de logique, etc. Euh, du coup, oui, enfin, il n'y a pas de problème pour utiliser des tests automatisés. Il y a même beaucoup de libs qui servent à faire des tests spécifiquement sur React. Du coup, faut vraiment pas hésiter à aller regarder au niveau des tests. C'est assez bien documenté. Ok, et du coup, il y a une question qui, je pense, qui est liée, c'est est-ce que tu utilises Jest? Ouais. Du coup, c'est juste que j'utilise pour tester toute la partie React. Tout ce qui est vérifier les composants, les changements de state, etc. C'est vraiment hyper pratique. Je recommande Jest les yeux fermés. C'est cool. Et question suivante, un upgrade par trimestre, c'est un breaking update ou juste un minor change? Alors la plupart des upgrades c'est des minor changes. N'hésitez pas à aller regarder les change logs. Mais en fait dans le même jour où c'est une librairie qui va aller convertir le code, beaucoup de gros changements en fait ça va être d'ajouter des nouvelles possibilités. Typiquement il y a la modal en React Native qu'on attend toujours en React Native Web. Donc ça c'est un composant quand même assez intéressant. Bon ben quand ils vont le sortir ça va peut-être être considéré comme une grosse feature mais pas trop un breaking change. Après, j'ai déjà vu quelques breaking change, mais c'est pas la majorité. Donc c'est pour ça que je suis pas très inquiet sur les upgrades avec Native Web. Ok, top. Est-ce qu'il reste peut-être une dernière question sur le chat ou c'est bon? Moi, je veux bien poser une question. Vas-y. Euh, Dans ton exemple où tu surcharges ton composant pour le web, Mhm. tu dois réécrire tout le composant ou est-ce que tu peux réécrire juste une partie, un peu comme si c'était une surcharge d'un héritage? Non, là pour le coup, tu dois réécrire tout ton composant. Donc c'est pour ça que, alors j'avais écrit un article il y a quelques mois sur le sujet. Moi, ce que j'essaie de mettre en place le plus possible, c'est d'avoir des layouts spécifiques pour le web et pour le mobile, parce que pour le coup, ben si on prend l'exemple de Twitter, ben le feed, enfin quand on prend une page Twitter de quelqu'un, on va vouloir voir le feed et le header sur mobile, alors que sur web, on va vouloir voir aussi sur le côté les top tendances, les options, etc., la navigation. Donc ça, c'est un layout mobile et un layout web. Pareil pour les petits composants. Donc si on fait un peu d'atomic design, ça va être des petits composants où on va faire un petit peu des web et des mobiles. Les notifications, c'est pas trop présent sur le web encore. Enfin, c'est pas enfin pas tout le monde les implémente. Du coup, je vais faire plus ça sur mobile. Et ensuite après, je vais essayer de garder ce qu'on appelle les molecules en atomic design, de
de ça pour le coup les garder enfin avoir une seule base de code pour ça. Donc vraiment changer soit les layouts, soit les petits composants. Comme ça, j'ai le moins de code possible à réécrire. Ok. Ça va vite, Viral? Ouais, si c'est tout pour les questions, si c'est tout pour les questions, on va pouvoir, on va maintenant laisser la parole à Dominique. Cool. Merci à tous. Merci, Ruben. Merci à toi. Merci. Merci. Alors, oui, donc il faut que je partage l'écran. Je vois toujours rien apparaître. Je sais pas si... Voilà, ça vient. Ok. Allez, à tout à l'heure. Ok. Passer derrière. Voilà. Bon, donc bonsoir. Ce soir, je vais vous proposer une petite introduction à Helm, qui est un gestionnaire de composants pour Kubernetes. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Dominique Dumont, je suis indépendant depuis le mois de mars, donc j'ai démarré en même temps que le Covid, super timing. Je suis aussi Debian Developer, ce qui me donne un bon background sur Linux, et vous pouvez me contacter sur Twitter ou par mail sur ce qui est indiqué. Donc, petit rappel pour ceux qui connaissent pas trop les parties DevOps, Kubernetes, c'est un gestionnaire, c'est un orchestrateur de composants, de fonctionnalités pour le cloud. Ça gère le cycle de vie des composants. Alors, ça peut être un serveur web, ça peut être des gestionnaires d'identité. Et ça gère le démarrage, le redémarrage en cas de problème. Donc, et ça gère toutes les connexions, toutes les interconnexions réseau entre ces composants et le monde extérieur. Donc, ce déploiement en Kubernetes, on parle en général d'un cluster. C'est un terme qui revient souvent quand on parle de cloud, de Kubernetes, des clusters Kubernetes. Donc Helm, c'est un gestionnaire de paquets. C'est un peu comme pour apt pour Debian, Yum pour Red Hat ou Chocolatey pour Windows. Ça permet d'aller récupérer des composants sur des repositories, des installer sur un cluster. Donc la grosse différence par rapport à apt ou Yum, c'est que la cible n'est pas votre laptop ou votre ordinateur, mais la cible est un cluster Kubernetes. Alors il y a trois concepts principaux à se rappeler quand on parle de Helm. Il y a le chart, c'est un package Helm, c'est un peu comme un RPM ou un paquet Debian, ça contient le composant logiciel. Le repository, c'est un espace d'échange des charts. C'est là où les développeurs vont uploader les charts et c'est là où vous pouvez aller les récupérer. Donc avec Helm, vous avez un repository par défaut, mais il y a aussi plein de repositories qui sont disponibles et qui quelquefois il faut rajouter pour pouvoir accéder aux dernières versions des composants. Alors une release, c'est une instance de chart installée dans un cluster, c'est-à-dire c'est un composant que vous avez récupéré et que vous avez déployé dans votre cluster. Et pour pouvoir déployer plusieurs fois le même composant dans le cluster, c'est différencié par un nom de release qui permet de gérer ces différentes releases dans un même cluster. Même si c'est le même composant, vous pouvez voir les faire évoluer à des vitesses différentes. Alors, prérequis pour pouvoir utiliser Helm, il faut avoir un accès à un cluster Kubernetes, soit Minikube en local sur votre machine, soit un cluster sur un hébergeur. Et il faut aussi installer Helm. Donc, je ne vais pas détailler l'installation de Helm, vous avez les instructions avec un lien. Alors, il faut aussi aller chercher des paquets. Par exemple, on peut aller chercher sur, si je cherche le paquet Vault, sur Artifact Hub, on a les choix de Vault ici, soit le Vault officiel de HashiCorp, du fabricant de Vault, soit vous avez un Vault d'origine, je ne sais pas qui c'est, Banzai Cloud Stable. Donc après, est-ce que c'est la bonne version ou pas? D'ailleurs, ils ont une version plus récente que HashiCorp, donc c'est un peu bizarre. Ou alors c'est un autre Vault. Bref, faut un peu se méfier quand même quand on va chercher les composants sur le web. Faut regarder, faut avoir confiance en l'origine. Confiance, soit c'est le fabricant officiel, soit faut connaître la personne, soit il faut ouvrir le paquet, il faut ouvrir le chart et voir ce qu'il y a dedans. Vous pouvez aussi chercher des paquets avec la CLI en faisant Helm Search Hub Vault, par exemple. Là, vous avez la liste des vaults qui sont disponibles. On retrouve le Vault de HashiCorp ici en version 0.9. C'est aussi une possibilité. Par exemple, je vais vous montrer sur ce cluster que j'ai décréé cet après-midi, rien que pour vous, je l'ai créé sur Azure, comment on fait pour installer un serveur web minimaliste.
Donc, je vais d'abord rajouter le repository. Voilà, donc j'ai rajouté le repository Helm, le repository Daniel sur mon Helm local. Ensuite, je vais installer ce composant Helm, donc ce serveur web, sur mon cluster. Et je croise les doigts. OK. Et là, dans la fenêtre au-dessus, on vient voir apparaître une ligne. On voit le pod qui est en train de se démarrer. Il y en a 0, 1, et maintenant le pod est prêt. Donc on voit que le pod est prêt. Je vais récupérer les logs dans la bonne fenêtre. Voilà. Et là, je suis branché sur les logs de ce composant que je viens de déployer. Ensuite, j'utilise les instructions qui sont indiquées lors du déploiement du chart. Et il me dit de visiter cette adresse-là pour avoir le Jekyll, donc que je viens de déployer sur Azure. Et quand je fais un reload, on voit les logs qui changent sur la gauche. Donc je suis bien en train de taper sur le serveur web que je viens d'installer sur le cluster sur Azure. Donc voilà, c'était ma petite démo. Alors on peut vérifier ce qu'on a aussi. Donc je vais arrêter le serveur web, on peut faire un Helm list pour vérifier ce que j'ai installé. Donc on voit que j'ai mon serveur qui s'appelle mon www dans le namespace default qui est installé. Après, on peut aussi le nettoyer. Donc après, je peux le nettoyer comme ça. Et voilà, il ne fallait pas faire comme ça pour le cut and paste. Voilà, Helm install. Et là, il va détruire le composant. Donc je vais sortir d'ici. Et on va voir que le pod va disparaître. Il est en status terminating ici. Et voilà, il vient de disparaître. Donc la sécurité, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand c'est comme pour tous les logiciels téléchargés depuis Internet, il faut s'assurer qu'il ne contient pas de composants verrouillés, ne contient pas de code malicieux, soit en vérifiant l'origine ou en ayant confiance au l'auteur, ou en examinant le contenu. Alors comme autre exemple de composants disponibles, on a le Cert Manager par exemple qui est très pratique pour gérer les certificats de Let's Encrypt. C'est lui qui va les renouveler les certificats tous les 3 mois bien avant leur expiration. Donc j'ai ça qui tourne chez un client depuis 1 an et j'ai aucun souci. C'est lui qui se débrouille tout seul pour renouveler tous les certificats sur le serveur. Vous avez Discourse qui est aussi un autre exemple que vous pouvez déployer sur Kubernetes. Ou alors Kube Invaders, ça c'est plus rigolo parce que c'est un jeu en fait de Space Invaders, où chaque alien en fait est relié à un pod de votre cluster. Donc quand vous dégommez un alien, vous dégommez un pod. Donc ça vous permet aussi de vérifier si vos pods et votre cluster sont bien configurés pour pouvoir redémarrer le pod automatiquement, et si votre application est assez robuste pour pouvoir supporter d'être descendu comme ça aléatoirement. Donc c'est quelque chose qui peut être assez amusant pour vérifier vos clusters. Deuxième aspect pour Helm, ça permet aussi de déployer et de gérer vos propres composants. Donc, pour rappel, quand vous déployez, vous définissez votre propre composant, votre propre pod, Kubernetes demande beaucoup de fichiers YAML pour définir ces composants. Les déploiements, les pods, etc., les services, il faut déclarer beaucoup de choses. Et ça permet de déployer dans un environnement. Si vous voulez déployer à la fois en test et en prod, il faudra appliquer des modifications subtiles de ce fichier YAML. Ou si vous voulez déployer une instance de composants pour chacun de vos clients, pour pouvoir les isoler par exemple, ça demandera aussi d'autres modifications du fichier YAML. Si vous dupliquez tous ces fichiers YAML, ça peut faire beaucoup de fichiers à gérer et ça devient vite pénible. Donc Helm, ça fournit, c'est une des solutions possibles, il y en a d'autres, mais c'est une des solutions possibles pour modifier à la volée ces fichiers de déploiement. Alors l'organisation, votre repository qui contient les informations Helm, au top niveau, il y aura un fichier chart.yaml qui permet de définir le chart, le nom, la version. Ça sert plutôt pour le repository chart. Le values.yaml permet de définir les propriétés du chart. C'est là que vous allez mettre les valeurs qui sont intéressantes et qui peuvent être différenciées en fonction des environnements de déploiement ou en fonction des clients. Et dans le directory templates, vous avez tous les fichiers YAML un peu plus classiques qui définissent les composants Kubernetes, c'est-à-dire les pods, les déploiements et les services, entre autres. Donc les templates, contrairement à des fichiers YAML standards, ils utilisent des templates Go pour pouvoir modifier des valeurs à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Par exemple, si je veux définir un nom de release human talk à l'installation, donc je fais helm install human talk, ça va être le nom de release de mon chart. Dans le template, je peux utiliser ce nom en release.name pour définir par exemple le nom du serveur, le nom du pod qui sera donc human talk-server,
ou un label client Human Talk. Ça permet de différencier différents fichiers LML, d'avoir des déploiements différents. Vous pouvez aussi définir une variable simple, par exemple replica count à 2, et l'utiliser dans la spec en utilisant ce terme value replica count qui sera substitué par 2 lors du déploiement avec YAML, lors de l'installation avec YAML. Vous pouvez aussi définir les versions des images Docker dans le value.yaml. Par exemple, pour le Human Talk Server, j'ai mis 1.5.0 ici. Et dans la déclaration du conteneur du pod, le nom de l'image, je mets le nom de l'image et le tag de la version qui sera substitué avec 1.5.0 lors de l'installation avec Helm. Donc avec ça, vous pouvez aussi contrôler d'une manière centralisée quelle version d'image vous voulez mettre dans les différents composants de votre cluster. Voilà, donc en conclusion, Helm, c'est un outil qui a 2 aspects, qui permet de gérer le cycle de vie des composants installés, qui permet de gérer des composants que vous allez récupérer des composants, de gérer le cycle de vie, l'installation, les updates et l'enlèvement. J'ai du mal avec les termes anglais quelquefois. Et ça permet aussi de gérer des déploiements multiples, déployer plusieurs fois le même composant dans des environnements différents, voire dans le même cluster. Pour déployer vos propres composants, c'est très pratique, mais ça rajoute une couche de complexité qui est les Go templates, qui ne sont pas toujours faciles non plus à maîtriser, mais on gagne quand même énormément de temps une fois que c'est maîtrisé. Voilà, ça conclut mon talk, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a une première question, effectivement. Quand je veux faire du déploiement continu avec Helm, est-ce que je dois systématiquement incrémenter le tag pour l'upgrade ou bien est-ce que je peux mettre toujours latest et Helm est assez malin pour détecter quand l'image a changé? Alors, Helm ne va pas s'occuper de la version Docker, ça reste un travail qui est fait par Kubernetes et je recommande fortement d'incrémenter systématiquement le tag de l'image Docker pour faire du déploiement continu. Il y en a même qui recommandent de mettre un tag avec un numéro de version et de mettre derrière le SHA-1 de Git pour être certain que le tag ne puisse pas être réutilisé. Ok. Helm peut-il remplacer l'outil kubectl? Alors Helm, ça va être pratique pour déployer et enlever des composants. Par contre, vous aurez toujours besoin de l'outil kubectl pour vérifier les logs, pour des manipulations particulières. Mais une grosse partie du travail kubectl peut être fait par Helm, mais vous aurez toujours besoin de cet outil pour les cas particuliers. Ça marche. Est-ce qu'on peut choisir ces stratégies de rolling pour le déploiement et éviter le downtime? Oui, vous pouvez les déclarer dans les templates, mettre le rolling upgrade dans les templates et ça fera comme pour des composants Kubernetes classiques. Ça marche. Question du coup, est-ce que Helm est autonome en cas de problème? Est-ce qu'il redémarre ton environnement s'il tombe? Alors Helm va s'occuper simplement du déploiement. Et c'est un composant qui tourne en local sur ta machine ou alors dans la chaîne de CI/CD. Par contre, le cluster lui-même n'a pas de notion de Helm. Tout ce qui est résolution de problèmes et redémarrage automatique est géré par Kubernetes. Et cette gestion par Kubernetes va dépendre de ce que tu as déclaré dans les templates YAML. Donc Helm là ne va pas aider dans ce cas-là. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui. Alors, aujourd'hui, tu utilises Helm pour faire ton déploiement continu ou est-ce que tu recommandes de faire autrement? J'avoue que j'ai pas encore expérimenté Helm pour faire du CI/CD parce que je suis avec un client qui n'en est pas encore à ce niveau. Je pense que j'essaierai, oui, parce que le déploiement avec Helm est très pratique. On peut utiliser des options qui font que ça fonctionne de manière atomique, où il va déployer un client, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors qu'au début, quand je déployais tout à la fois, il y avait 7 ou 8 clients qui étaient déployés en même temps et ça surchargeait un peu le cluster. Donc il y a des options qui sont très intéressantes aussi pour faire du déploiement continu, pour faire de l'upgrade qui secoue pas trop le cluster. Donc je pense que c'est tout à fait utilisable dans la chaîne CI/CD. Je ne peux pas le confirmer parce que je ne l'ai pas encore expérimenté. Ok, super. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Visiblement pas trop. Je pense que ça conclut la session. Je ne sais pas si vous aviez une petite conclusion. C'est à nous que tu parles? Ouais. Oui, J'avais déjà fait une conclusion, donc. Pardon, ouais. Voilà, c'est ça. Non, écoutez, merci à tous les deux. Merci à vous dans le chat d'être venus, d'avoir assisté à la soirée. Que dire si ce n'est merci? Que oui, si, il va y avoir la rediffusion de la soirée qui sera postée sur YouTube incessamment sous peu après le live, on va s'y atteler. Et voilà, si jamais vous avez envie d'intervenir, de prendre la place de Dominique ou Ruben lors de la prochaine soirée, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message sur Twitter. Ou bien directement à vous inscrire sur les événements qu'on poste directement sur humantalk.com. Et sinon, je crois qu'il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous, merci beaucoup pour l'organisation. Merci à tous, oui. On pingera si... je suis en train de voir ton message, Colin, on pingera si... on ping tout le temps sur Twitter, donc n'hésite pas à nous follow, et voilà. Et oui, il nous faut des speakers pour y répondre. Passez une bonne soirée. À bientôt tout le monde. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci encore à tous.